Sur le plateau, eh bien, l'enseigne de vaisseau Valence, un pilote qui nous livrera ses impressions de pilote embarqué à bord du Charles de Gaulle. Nous vous proposerons ensuite un petit détour par le canal de Suez et à suivre un clip sur l'identification des aéronefs. Voilà, donc cette émission se terminera enfin par une petite séquence instantanée musicale pour découvrir justement les nombreux talents présents à bord. Voilà, mais tout de suite je vous laisse avec les brèves. En début de semaine, le Charles de Gaulle franchit en 12 heures le canal de Suez. Nous étions tous à suivre l'événement. Jeudi, appel de tous les pilotes ascenseur avant pour un entraînement au tir au PSA. Le cas où ils se retrouveraient prochainement isolés en territoire hostile. Vendredi, le courrier arrive en masse à notre bord. 97 sacs reçus, 25 en partance. En fin de semaine, le commandant nous informe sur la suite de la mission. C'est l'annonce du poste de mise en garde Héraclès. One, we can hold 5 minutes. Good copy. Bonsoir lieutenant, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce portrait. Donc je vous présente, vous êtes l'enseigne de vaisseau Aymeric de Valence, pilote à la flottille 17F. Vous allez essayer de nous faire découvrir un peu votre métier à bord du porte-avions. Donc juste pour commencer, vous allez nous présenter votre cursus au sein de la marine, si vous voulez bien. Oui, alors en fait, moi ça va faire bientôt 7 ans que je suis dans la marine. Je suis rentré dans la marine à l'âge de 18 ans après un bac scientifique. Et j'ai intégré l'école de pilotage de Rochefort, où on vole sur Cap 10, qui sont des avions à hélice sur lesquels on fait de la voltige. J'avais donc le niveau minimal requis pour intégrer la marine, du coup j'ai pas trop perdu de temps. Et ensuite, après cette sélection au vol, j'ai été formé à Brest pour le cours des officiers pendant quelques mois. Suivi ensuite d'un cours au sol à Salon-de-Provence, où là on apprend tous les rudiments mécanique du vol, tout ce qui est important pour piloter un avion, mais au sol. D'accord. Ensuite, on nous emmène à Cognac, dans l'armée de l'air, où là on fait pas mal de vols sur Epsilon, environ 150 heures. Donc c'est un stage qui dure 9 mois, où on apprend les rudiments du pilotage, donc la voltige, la patrouille serrée, et puis la navigation. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tout se décide entre voler sur avion de chasse, avion de patrouille maritime ou hélicoptère. Et à ce moment-là, moi, on m'a envoyé dans la filière chasseur, et on est formé aux États-Unis. Donc j'ai passé quasiment 2 ans là-bas, aux États-Unis, où on est formé sur 2 types d'avions. Tout d'abord le T2 Buckeye, qui est un biréacteur, et ensuite le A4 Skyhawk, que les gens connaissent mieux puisqu'il a été utilisé au Vietnam, Oui. sur lequel on fait tout ce qui est entraînement avancé dans la chasse. Donc on vole à basse altitude, on fait du tir réel, on fait du combat aérien, on apprend beaucoup de choses à ce niveau-là.
Et également, ce qui est très intéressant, c'est la qualification à l'appontage sur le porte-avions Kennedy. Donc les premiers appontages sur un porte-avions américain. Voilà, tout à fait. Rien que ça. Très bien. Donc pour pas mal de personnes ici à bord, c'est tout le travail que vous faites est assez obscur dans la mesure où l'accès aux salles d'alerte, aux salles de préparation de mission est assez limité. Donc est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu le travail préparatoire à toutes les missions que vous effectuez en vol? Oui, alors en effet sur Super Étendard, surtout les vols demandent beaucoup de préparation. Pour cela, on est beaucoup aidé par le bord. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à préparer les missions, que ce soit le bureau des vols, que ce soit le CPM, la cellule préparation de mission. Donc un pilote arrive environ 2 à 3 heures avant son heure de décollage et commence à récupérer tous les documents, donc tout ce qui est carte, tout ce qui est situation tactique. Et pour ça, on est bien aidé par les préparateurs de mission qui nous présentent toute la cellule à intégrer avant le vol et tous les éléments sont regroupés à ce moment-là. Une fois qu'on a les éléments, nous on élabore en fonction du rayon d'action de l'avion, de l'armement, des contraintes. On élabore une tactique. On est aidé par tous les gens de la patrouille, donc le leader du vol, les équipiers, et on met au point une technique pour réussir la mission. D'accord, très bien. Bon, j'espère que notre ami Louokai derrière ne va pas trop couvrir nos voix. On verra bien. Donc il y a de nombreuses missions qui sont effectuées depuis le porte-avions. Ce sont des missions au-dessus de la mer, au-dessus de la terre. Pareil, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, histoire d'éclairer l'équipage sur les il faut savoir que missions. le Super Étendard a été conçu pour faire de l'assaut mer, donc pour descendre une force à la mer, une force navale. Maintenant, les missions ont un petit peu changé et le Super Étendard a tendance à être utilisé plus pour faire de l'assaut à la terre, c'est-à-dire tirer de l'armement, guider laser sur des objectifs au sol. C'est ce qu'il a fait au Kosovo et c'est pourquoi également il va être utilisé pour cette mission. Donc notre mission principale, c'est faire de l'assaut à la terre, tirer des objectifs relativement à partir de haute altitude ou basse altitude. D'accord, en fonction des conditions Voilà. météorologiques. Et... En fonction de la météo, surtout en fonction des contraintes sur le territoire. S'il y a des dangers, on va éviter de descendre pour pas prendre de missiles. Auquel cas, on va rester assez haut, entre 20 000 et 30 000 pieds, où on court moins de risques à ces altitudes-là. D'accord. Maintenant, on peut faire de l'assaut à la mer. On est équipé de l'Exocet M39 qui nous permet de descendre des bateaux. Auquel cas, on vole très bas sur la mer pour être en dessous de l'horizon radar. Éviter qu'on nous voit, rester très très discret, tirer notre missile au-delà des portées visuelles du bateau, c'est-à-dire qu'on ne nous voit pas. Et ensuite, on revient à bord du porte-avions. Ça, c'est la deuxième mission. Maintenant, ce qui est arrivé sur Super Étendard, c'est le pod de reconnaissance qui est utilisé pour faire de la vidéo et de la photo. Donc, on a une cellule renseignement. On peut faire du renseignement Vous avez avec le Super remplacé Étendard. l'étendard 4P en fait. Voilà. L'étendard 4P étant arrêté depuis un an et demi maintenant. On arrive à faire de la photo, donc pareil en basse altitude, voire en moyenne altitude avec le système de vidéo. D'accord, très bien. Donc les différentes caractéristiques de Super Étendard, vous avez un peu évoqué l'armement délivré, la S-30 laser, missile Exocet, il y a la SMP également. Quel autre type d'armement peut être délivré par le Super Étendard? Alors c'est justement l'avantage de cet avion, ce qui en fait sa force, c'est qu'il est multimission. On peut faire beaucoup de choses avec. En plus, il a été modernisé. Donc on peut tirer l'Exocet, on est un des rares avions à pouvoir le tirer. On peut tirer le missile nucléaire, ça fait partie de nos missions. On tire de la bombe guidée laser ou de la bombe lisse, c'est-à-dire de la 250 kg ou de la 125 kg. On tire également de la bombe d'entraînement, c'est des petites bombes de 20 kg. Des petites bombinettes bleues Voilà, qu'on des voit. petites bombinettes bleues. Et également des obus, donc soit en RR sur des avions ou sur des cibles RR. Et également en air-sol. On peut utiliser le canon en air-sol. D'accord. Tout l'entraînement se fait dans des champs de tir que vous avez en Bretagne essentiellement. Voilà, alors en Bretagne, on a un champ de tir à Lorient. Dans le sud, il y en a un peu partout, à Cangever, au Titan. D'accord. Et on peut s'entraîner également sur but remorqué par des bateaux. Ça ne se fait pas ici sur Charles de Gaulle, mais sur d'autres bateaux. On peut tirer dans le sillage. D'accord, très canon. bien. Je vais vous demander quelles sont vos sensations quand vous êtes dans l'avion, sur la cata, plein gaz, prêt à partir. On pense à quoi à ce moment-là? Alors, il faut savoir que le pilote, au moment du catapultage, est relativement passif, parce qu'en fait, il subit pendant cette phase-là. En fait, le pilote met plein gaz, il maintient la manette des gaz bloquée vers l'avant pour pas qu'elle revienne en arrière, et la main droite est sur le genou pour éviter qu'on touche aux manches. L'avion est trimé, c'est-à-dire qu'il est stabilisé pour, en sortie de catapulte, avoir une trajectoire ascendante. Donc, si le pilote a un problème, s'il s'évanouit, s'il perd connaissance, dans tous les cas, l'avion va monter.
Donc du coup, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est être très vigilant au cas où il y ait un problème de poussée et qu'il faille s'éjecter. Voilà. Par contre, après le catapultage, là il faut reprendre les commandes et piloter l'avion, sachant qu'il a une vitesse très faible, même si on est catapulté assez vite, l'avion reste lourd en début de mission et pas évident à piloter. Donc cette phase est assez critique. Pour ce qui est de l'appontage, là c'est différent parce que le pilote doit vraiment réunir toutes ses capacités et son énergie pour ramener l'avion à bord. Et ça demande énormément d'entraînement pour arriver à poser l'avion avant d'être au niveau. Et du coup ça demande énormément de concentration également. Cela dit, on est aidé par les officiers d'appontage, donc du coup la tâche est quand même plus aisée avec eux. D'accord. Pour plagier ce qu'a Hervé, le décès sur Rafale, dans une interview qu'il a donnée à Pégase, c'est pas un sport de masse. Oui, il a raison. D'accord, très bien. Écoutez, lieutenant, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à être présents. Je tiens à remercier la régie pour toutes les images qu'elle m'a fournies pour imager ce reportage. Et je laisse la place à la suite dès maintenant. Merci, bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Voilà, je remercie encore les pilotes de la 17F pour leur sympathique participation au magazine. Maintenant, nous vous proposons un petit clip d'Idante sur différentes silhouettes d'aéronefs, de l'aéronaval, d'autres armes, voire d'autres armées. Super étendard. Super étendard. Je pense que c'est un super étendard. Un super étendard marine. Un super étendard. Super étendard à la frontale. Alizé. Analysé. Là c'est plus dur là déjà. Ah là je suis emmerdé là. Un Cessna 135. Analysé. Bien, analysé sur le CDG. Ah non, c'est les anciens PA avec les anciens. Ouais, Alizé sur les anciens PA. Le DC, je crois. Non, Atlantique. ADC-10. ATL2. ATL2. Alors celui-là, Lokai. Okai. Ah Okai, ça va. Ceux-là on les voit tous les jours, ça va, mais les autres... Là, c'est un Okai. Bon, le vieux Cruza de Il est mauvais l'assistant. Un Douglas Mike 45E. Un Crusader. Bien sûr, le Rafale. Un Rafale. Un Rafale, ouais, sûr. On l'avait vu là. Là, c'est Rafale. Florent de la Marine. Avec le 2. J'ai un MiG. F-16. Oh, ça c'est un... Il est joli en tout cas. Hein. Oh, ça c'est un F-16. Ah oui, c'est un F16. Oui, c'est ça. C'est bon, les gars. Oui, parce que j'avais vu l'année dernière. Un fusil bombe Hiroshi 45-3. Je sais plus. C'est arrière. Alors je sais pas du tout. Et ça c'est un F-16. Pas sûr. Non, mais t'es fou encore. C'est pas ça. Ah, je sais pas. Allez, les garçons. Alouette. Alouette 3. Une Alouette. Yes. Alouette 3. Puma. Non, Super Puma même. Oui, c'est un Puma. Puma d'armée de terre. Ouais. Le Super Flan. Le Super Puma. Non. Super Puma. Là celui-là. Non, Super Flan, je déconne. Ah ça c'est un Sikorsky de l'armée russe. Ah, ma future femme j'espère. Ah ça c'est mignon ça. C'est Monica Bellucci. Moi, je connais pas, désolé.
Miss Marine, c'est ça? Attends, la dernière. Vas-y. Ça, c'est ma mère en short dans le film. En attendant d'améliorer vos scores, je vous propose un dernier détour par le canal de Suez. Certains membres de l'équipage nous ont confié leurs impressions justement sur ce passage. Tout de suite en images. C'est le fait de passer dans un nouveau monde. C'est un moment d'évasion, c'est terrible. Ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde de se poser, de prendre la chaleur, de s'évader, de ne penser à rien et de zapper un petit peu pas mal de choses, quoi. Pour moi, le passage du canal de Suez a été l'occasion de se dégourdir les jambes. Entre autres, durant le marathon de la traversée du canal de Suez pendant 6 heures. Et puis il y a les 12 heures de Suez qui permettent quand même de faire un petit break dans le rythme du bateau et d'apprécier tranquillement ce passage, toute la beauté du paysage. Elles vont être simples puisque j'étais coureuse en même temps. Donc entre les arrêts, je trouvais que c'était magnifique. Voir le contraste, c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de différences entre un côté et de l'autre. Et ce qui m'a aussi étonné, c'est les gens qui étaient là pour nous accompagner tout au long du parcours. Oui, donc la première impression, ça a été en sortant sur le pont, le contraste entre à bâbord où il y avait que le désert et la ville et un peu la verdure qu'il y avait sur tribord du bâtiment. Effectivement, un côté désertique, un côté d'oasis qui ne manque pas de marquer notre imagination et notre vision dans ce passage. C'est deux mondes totalement différents avec des bateaux comme Charles de Gaulle qui passent là et qui sont au top de la technologie et à côté de ça on filme de simples paysans à dos d'âne. C'est assez paradoxal et à la fois ça nous montre que l'Égypte est quand même un pays assez phénoménal dans ce sens-là. Impressionnant. Le fait quand on regarde sur l'arrière, l'étroitesse du canal. Finalement, on s'aperçoit que grâce à ces 160 km de canal, on peut aller du monde relativement fermé de la Méditerranée au vaste monde asiatique, en passant bien sûr par cette destination fière à tous les marins français qui est Djibouti.